The fallout over Friday's release of the Epstein files continues to draw scrutiny here on Capitol Hill, with some lawmakers threatening to hold the Attorney General of the United States in contempt for not releasing more information. Washington continues to react to what the Department of Justice released on Friday. And while new Epstein files were made public, including flight logs containing the name of President Trump, many of the files were heavily redacted. That has frustrated lawmakers on both sides of the aisle, who wrote the law requiring the release of the documents. And both congressmen... Il arrive parfois que les décisions administratives ne suivent plus le cours normal et révèlent des tensions internes qui restent généralement invisibles dans le fonctionnement des institutions. Le 21 décembre 2025, lors de déclarations publiques liées au comité de surveillance de la Chambre des représentants des États-Unis, le député Robert Garcia a confirmé que les parlementaires et les conseillers juridiques du Congrès étaient en train de finaliser les préparatifs d'une procédure judiciaire visant à tenir directement responsable l'ancienne procureure générale Pam Bondi, en raison de sa conduite dans la gestion de la divulgation des dossiers liés à l'affaire Epstein. Cette initiative intervient après que le ministère de la Justice, sous l'administration actuelle, ait à plusieurs reprises manqué de respecter les délais légaux fixés par la législation adoptée sous le gouvernement précédent, concernant la divulgation complète et non expurgée des documents. Cette conduite a été qualifiée de systématique, avec des indices de sélectivité et de suppression rétroactive de passages précédemment rendus publics, ce qui a renforcé l'interprétation de la part des parlementaires et des observateurs qu'il s'agissait d'un effort délibéré de rétention d'informations. L'impact de cet épisode ne se limite pas à la responsabilité individuelle éventuelle de Bondi. Ce qui se profile, c'est une remise en question plus large des mécanismes de contrôle institutionnel lorsque les structures chargées de veiller au respect de la loi commencent à fonctionner en marge de la norme qu'elles sont censées protéger. Selon Garcia, l'offensive juridique avait été préparée pendant des semaines avec le soutien technique de personnalités influentes du Congrès, telles que Jamie Raskin, et visait à construire une base juridique suffisamment solide pour faire face à la résistance de la direction actuelle du ministère de la Justice. Il a indiqué qu'outre les mesures prises au niveau judiciaire, des initiatives seraient prises au niveau législatif afin de faire pression officiellement sur les responsables. Parmi les possibilités envisagées, on trouve des actions civiles axées sur l'omission administrative et la mise en place de mesures réglementaires de responsabilisation politique. La décision de faire de Bondi la cible principale de la procédure reflète la perception que son action à la tête de la gestion des archives aurait été marquée non seulement par l'inertie, mais aussi par des décisions qui compromettent la transparence institutionnelle. Une partie des critiques se concentre sur la manipulation présumée du contenu divulgué, avec des réécritures excessives, des omissions sélectives et l'absence de justification technique claire pour les modifications apportées. La répétition de ces pratiques, selon les parlementaires, soutient l'hypothèse d'une dissimulation à motivation politique et à portée encore indéfinie. La tension s'est intensifiée après l'identification d'un schéma selon lequel les documents initialement publiés étaient, quelques heures plus tard, retirés ou remplacés par des versions modifiées. Ce comportement a renforcé le diagnostic selon lequel il existe, au sein de l'exécutif, une tentative de moduler le discours public à partir de critères étrangers à la stricte légalité. Garcia a mentionné que chaque jour où les archives restent incomplètes ou falsifiées, la position du Congrès se renforce juridiquement, alimentant l'espoir que le pouvoir judiciaire reconnaisse l'illégalité de la procédure menée jusqu'à présent. Plus qu'un simple conflit politique entre l'opposition et le gouvernement, cette affaire est désormais considérée par beaucoup comme un test de résilience institutionnelle. L'absence d'une instance supérieure capable de tenir directement responsable le ministère de la Justice, en particulier lorsqu'il s'agit de décisions administratives en conflit avec la législation, a mis en évidence les limites de l'architecture juridique en vigueur. Dans ce vide de contrôle, le recours à la justice ordinaire apparaît comme une tentative de restaurer l'efficacité de la norme et de rééquilibrer les relations entre le législatif et l'exécutif. C'est dans ce contexte que le nom de Pam Bondi devient le pivot d'une crise plus large. Sa position, à la fois en tant que coordinatrice de versions sélectives des archives et en tant que figure proche du cercle de confiance de Donald Trump, a été associée à plusieurs reprises à des décisions administratives qui ont déçu les attentes en matière de transparence. Garcia a clairement indiqué que, indépendamment de la position de la majorité ou de la minorité au Congrès,
des instruments réglementaires et juridiques sont mis en œuvre pour soutenir la responsabilisation. Il a toutefois reconnu qu'une action plus incisive dépendra de la reprise de la majorité par l'opposition, ce qui permettrait d'élargir la portée des convocations formelles, de délivrer des assignations à comparaître et d'imposer des sanctions réglementaires. D'ici là, l'avancement des actions dépendra de la coopération avec les républicains, prêts à rompre avec la conduite défensive adoptée jusqu'à présent par la commission de surveillance dirigée par James Comer. Selon Garcia, on s'attend à ce que la pression populaire et l'implication directe des survivants liés à l'affaire Epstein servent de catalyseur à une reconfiguration du paysage politique au sein du Congrès. Si vous appréciez une analyse politique qui relie les faits, les institutions et les débats en cours avec clarté et rigueur, inscrivez-vous pour suivre nos prochains épisodes. Ici, l'objectif est de comprendre, et non de tirer des conclusions prématurées. À partir de là, l'attention institutionnelle s'est déplacée de la figure isolée de Pam Bondi vers l'environnement plus large des organes et des acteurs politiques qui ont commencé à composer le réseau de convergence et d'omission autour de la non-divulgation des archives. La Constitution, en établissant le rôle du Congrès en tant que contrôleur des autres pouvoirs, ne prévoit pas d'instrument direct de sanction immédiate contre le ministère de la Justice lorsque celui-ci enfreint la législation. Cela crée un impasse juridique qui oblige les parlementaires à recourir à des voies alternatives, telles que des actions en justice devant les tribunaux fédéraux, la mobilisation publique et des stratégies de coopération bipartisane. C'est dans ce vide normatif que s'inscrit l'action de commissions telles que celle de la supervision, dont les prérogatives d'enquête dépendent directement de l'équilibre des forces entre la majorité et la minorité au sein du pouvoir législatif. Sans contrôle total de l'ordre du jour et sans pouvoir d'assignation autonome, les parlementaires de la minorité voient leurs initiatives conditionnées par la volonté des dirigeants de la majorité de collaborer aux demandes de convocation, de collecte de preuves et d'ouverture d'enquêtes internes. La logique réglementaire limite donc la portée immédiate de l'enquête, rendant le soutien de personnalités républicaines insatisfaites de la conduite de l'affaire essentielle à toute avancée. Cette convergence aide à comprendre pourquoi des noms tels que James Comer et Tom Massie apparaissent comme des pièces maîtresses dans le déroulement de l'épisode. Comer, en tant que président de la commission de surveillance, a le pouvoir de fixer les convocations et d'approuver les demandes d'enquête, tandis que Massie, bien qu'il soit identifié comme appartenant à l'aile la plus conservatrice du Parti républicain, a manifesté son malaise face au manque de transparence du ministère de la Justice. L'adhésion éventuelle de Massie à une action en justice contre Pam Bondi, comme l'a anticipé Garcia, est interprétée comme une tentative d'ouvrir une brèche dans la barrière de protection politique érigée autour de l'affaire. Ce type de mouvement bipartite, bien que rare, devient plus probable lorsque l'usure institutionnelle atteint des niveaux qui compromettent la légitimité même des acteurs impliqués. La convergence entre les républicains dissidents, les démocrates organisés et la pression externe exercée par les survivants et les entités civiles crée une configuration rare, dans laquelle le sentiment d'urgence l'emporte sur les loyautés partisanes traditionnelles. Selon les observateurs, il ne s'agit pas d'un réalignement idéologique, mais d'une réaction institutionnelle face à la persistance d'un comportement qui menace de compromettre les principes fondamentaux de la responsabilité publique. Outre les articulations au sein du Congrès, le dialogue avec les instances judiciaires fédérales s'est intensifié, dans le but de repositionner l'affaire sous l'angle du respect obligatoire de la loi. Plusieurs précédents ont été soulevés par des juristes qui suivent le sujet, citant des situations dans lesquelles des tribunaux fédéraux ont ordonné la divulgation de documents classifiés ou retenus par des agences de l'exécutif sous des prétextes fragiles. Sur la base de ces expériences, la stratégie élaborée par les parlementaires comprend des requêtes fondées sur le principe de la suprématie juridique de la norme approuvée et sur l'obligation de conformité contraignante de la part des entités fédérales. Dans ce contexte, le fondement juridique permettant de tenir Bondi directement responsable ne dépend pas seulement du poste qu'elle occupe, mais aussi de la compréhension qu'il y a eu une action active ou une connivence administrative dans la formulation de versions incomplètes ou manipulées des documents. Ce point est essentiel pour différencier l'omission institutionnelle de l'action dolosive, et sera probablement l'un des axes du litige devant les tribunaux. On s'attend également à ce que les tribunaux fédéraux de moindre importance, moins exposés à la dynamique politico-médiatique de Washington, puissent rendre des décisions plus rapides et moins soumises à des pressions extérieures. C'est dans ce contexte que l'action du Bureau of Prisons a commencé à être examinée de plus près.
en particulier après le You transfert don't de hand Ghislaine matches Maxwell to an arsonist, and you don't give power to an... fondé sur de prétendues menaces à l'intégrité physique de la détenue, a été accueilli avec scepticisme par les parlementaires. La succession des événements, réunion préalable avec l'avocat Todd Blanche, absence de registres officiels de la rencontre et changement soudain d'établissement pénitentiaire, a soulevé des questions sur le rôle de l'exécutif dans la reconfiguration des conditions de détention d'une figure centrale de l'affaire. Le fait que Blanche ait été l'avocat personnel de Donald Trump, puis conseiller juridique de la Maison-Blanche, a renforcé les soupçons selon lesquels ce transfert n'aurait pas été motivé par des raisons strictement techniques. L'absence de documentation officielle et d'enregistrement public de la justification a accentué le diagnostic selon lequel la décision avait été prise en marge des protocoles habituels. Bien qu'il n'y ait pas encore de confirmation officielle des termes discutés lors de la réunion, la corrélation temporelle entre les événements a conduit les parlementaires à demander la convocation de Blanche pour qu'il fournisse des explications sous serment. Si ce contenu vous aide à comprendre comment les institutions réagissent, convergent ou s'abstiennent face à des événements sensibles, pensez à suivre notre chaîne. Ici, l'accent est mis sur le contexte, pas sur le spectacle. Les différentes analyses sur le déroulement de l'affaire révèlent un paysage interprétatif marqué par la dispersion et l'absence d'une lecture consolidée. Les praticiens du droit, les membres du pouvoir législatif et les spécialistes des institutions démocratiques divergent encore profondément quant à l'étendue des défaillances administratives liées aux archives et au contenu exact des documents qui restent confidentiels. L'un des courants les plus influents suggère que le choix de divulguer les documents de manière fragmentée et de protéger certaines identités répond à un objectif plus large: préserver les équilibres institutionnels qui relient des personnalités politiques, des structures financières, des secteurs du système judiciaire et des réseaux d'influence qui dépassent le cadre de l'affaire Jeffrey Epstein. Selon cette interprétation, la dissimulation délibérée d'informations ne viserait pas uniquement à protéger des noms, mais plutôt à éviter une exposition systémique qui pourrait compromettre la légitimité de sphères entières du pouvoir public et privé. Cette hypothèse est soutenue par des universitaires spécialisés dans le contrôle institutionnel, qui voient dans cette affaire une rare superposition de défaillances affectant simultanément les principaux filtres de responsabilité d'une démocratie consolidée. À l'opposé de cette vision, certains voient dans le retard de la publication des documents et la suppression de passages un reflet des difficultés opérationnelles et des conflits internes, et non un projet délibéré d'obstruction. Selon cette interprétation, les critères utilisés pour éditer les archives seraient justifiés par des normes techniques liées à la sécurité institutionnelle, à la protection des données sensibles et au déroulement des enquêtes en cours. Pour ces analystes, le problème central ne réside pas dans le contenu gardé secret, mais dans l'absence d'un plan de communication efficace qui permettrait de comprendre les décisions prises. Cette approche est courante parmi les conseillers proches de l'actuelle direction du ministère de la Justice, qui reconnaissent l'accumulation d'erreurs et d'incohérences, mais rejettent catégoriquement l'idée qu'il existe une articulation politique consciente derrière les décisions administratives. Pourtant, même parmi ceux qui adoptent ce ton plus modéré, la crainte grandit que la succession d'échecs puisse entraîner une détérioration institutionnelle irréversible, avec des répercussions qui dépassent le domaine de l'administration publique et touchent le cœur symbolique de la confiance sociale dans les institutions. Un troisième courant analytique, plus récent, a fait valoir que le maintien du secret autour de certaines parties du matériel pourrait être lié à des implications directes pour des agents qui exercent encore des fonctions importantes au sein de l'État, y compris des représentants de partis qui s'opposent donc formellement au gouvernement en place. La thèse ici est que le système de protection mutuelle ne fonctionne pas seulement au sein de l'exécutif, mais s'articule avec des secteurs du Congrès national et des agences autonomes, structurant une forme de protection réciproque basée sur l'autoconservation. L'un des indices avancés par les défenseurs de cette perspective est l'absence de mobilisation au Parlement autour de la convocation de Ghislaine Maxwell, ce qui indiquerait un consensus implicite sur l'opportunité d'éviter toute avancée sur certains noms. La poursuite des pactes tacites, qui garantissent la stabilité des zones d'influence institutionnelle, constituerait un obstacle important à la divulgation totale du contenu sensible. Cette interprétation ne repose pas sur l'hypothèse d'une coordination unifiée, mais plutôt sur le constat qu'il existe des intérêts communs entre différents domaines du pouvoir qui favorisent la contenance du scandale. Dans le domaine juridique, on discute de la possibilité d'une responsabilité formelle de personnalités telles que Pam Bondi.
Une partie de la doctrine estime que la répétition de pratiques de sélection et d'omission d'informations peut constituer une forme de négligence administrative passible de sanctions, même en l'absence de preuves d'intention frauduleuse. Pour ces juristes, la persistance de l'erreur et l'absence de mesures correctives pourraient justifier des actions civiles ou, dans les cas les plus graves, l'inéligibilité à l'exercice de fonctions publiques. A l'inverse, un courant plus prudent met en garde contre le fait que, sans preuve documentaire claire d'ordre direct visant à dissimuler des informations, le recours à des mesures punitives sévères pourrait créer des précédents dangereux pour l'interprétation constitutionnelle. Cette impasse reflète la difficulté du système juridique à traiter les comportements qui se manifestent par des omissions stratégiques, souvent couvertes par des lacunes réglementaires. La jurisprudence sur des cas similaires est rare, et il n'existe pas de ligne directrice solide offrant un soutien clair aux décisions judiciaires dans des situations impliquant la rétention de données pour des raisons institutionnelles sensibles. L'issue de cette situation reste incertaine, soumise à des facteurs qui sont encore en train de se former. L'une des variables les plus importantes dans ce contexte est la possible refonte de la composition du Congrès après les élections législatives. Si l'opposition obtient la majorité, des parlementaires tels que Garcia ont déjà signalé leur intention de mettre en place des commissions d'enquête et de procéder à des convocations formelles dès les premiers jours de la législature. La liste des cibles comprend d'anciens membres du ministère de la Justice, des responsables du système pénitentiaire fédéral, des conseillers juridiques de la présidence et des personnalités stratégiques de l'entourage politique de Donald Trump. Toutefois, les experts avertissent que le changement de contrôle législatif n'implique pas nécessairement la capacité de résoudre les impasses judiciaires et politiques accumulées. L'affaire Epstein, en raison de sa complexité et des acteurs qu'elle mobilise, agit comme un champ de tension entre les demandes de visibilité et les stratégies de contention, entre les impératifs de responsabilisation et les pactes durables de protection mutuelle. Les prochaines décisions institutionnelles, tant au niveau du pouvoir judiciaire que du Parlement, indiqueront si l'épisode sera absorbé par les routines traditionnelles du système américain ou s'il marquera un tournant dans les pratiques de gestion des crises impliquant plusieurs centres de pouvoir, pour suivre chaque développement en profondeur et sans raccourcis analytiques. Inscrivez-vous. Nous nous engageons à mener des recherches sérieuses et à faire preuve de la patience nécessaire pour comprendre ce qui n'a pas encore été entièrement révélé.